leader de terrain. Mais tout de suite, on parle du prochain test pour le président. Ce sera concrètement dans les urnes, lors des municipales, le 28 juin prochain. L'un des visages de l'opposition, c'est Louis Alliot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir avec Edwige Chevrillon et David Doucan, du Parisien et de BFM Business. Bonsoir. Vous portez au fond les espoirs du Rassemblement national, même si vous n'en avez pas officiellement l'étiquette, on y reviendra, pour gagner donc la ville de Perpignan. Et vous êtes potentiellement en position de gagner. On va vous interroger tous les trois. Notre première question, c'est d'abord sur ce que je disais à l'instant, ces colères qui se font face. Et la dernière image cette nuit, ce sont ces policiers qui spontanément ont décidé de manifester au milieu de la nuit autour de l'Arc de Triomphe à Paris. Est-ce que vous comprenez leur malaise ? Oh oui, et depuis longtemps. Parce que être policier aujourd'hui en France, c'est un métier qui est absolument dévalorisé, mal payé, et qui subit finalement toutes les frustrations et toutes les colères du peuple français en général, hein, des citoyens en général. Et je trouve que ça fait beaucoup, parce qu'on oublie, on a tendance à oublier. Et, on oublie quoi ? On oublie les attentats. Vive la police, tout le monde sort, on embrasse les policiers, heureusement que la police, etc. Puis hop, on passe aux gilets jaunes. Et là, c'est autre chose. Et là, on commence à voir des manifestations de plus en plus dures, de plus en plus infiltrées, il faut le dire quand même, par l'extrême gauche, des affrontements de plus en plus violents. Et puis on passe d'épisode en épisode, si vous voulez, à quelque chose qui va saper le moral de la police. Mais pour moi, la police, ce ne sont pas seulement des femmes et des hommes sur le terrain. Pour moi, la police, c'est la République française. Si vous enlevez la police et la gendarmerie, c'est l'État qui s'effondre. Alors justement... Voilà, parce que là, et c'est là où j'en veux beaucoup, excusez-moi, à celles et ceux qui aujourd'hui sont en train de saper ces fondations républicaines, si la police disparaît, d'une manière ou d'une autre, je crains que l'on tombe dans un régime peut-être anarchique, peut-être de guerre civile, mais je pense qu'il faut stopper tout ça très vite. Mais elle n'est pas en train de disparaître, enfin pardon sur le mot, elle n'est pas en train de disparaître la police. Non, mais l'autorité de la police, oui. Elle a commencé dans beaucoup de quartiers depuis longtemps. Et aujourd'hui, elle commence à s'étendre. C'est moral. Moi, je connais beaucoup de policiers, je peux vous dire, qui disent qu'ils veulent quitter la police. Parce qu'ils ne se sentent pas soutenus, ils sont mal équipés, ils sont mal payés. Et en plus, maintenant, on les accuse de racisme, même quand ils sont de couleur et même quand ils sont de religions différentes, ce qui est exaspérant. Mais alors justement, cette police républicaine, cette gendarmerie républicaine... Est-ce qu'il y a du racisme en leur sein? Parce que c'est ça le questionnement aujourd'hui qui anime ces manifestations, c'est de dire est-ce qu'il y a au sein de nos forces de l'ordre parfois des comportements racistes, des discriminations, le délit de faciès? Est-ce que ça existe selon vous? Mais le racisme est un délit. Oui, mais est-ce que ça existe dans la police? Mais ça doit exister comme dans tous les corps de métier. Dans la profession des journalistes, ça doit exister aussi. Dans l'éducation nationale, ça existe. Dans tous les... C'est consubstantiel, malheureusement, à la nature humaine. Donc, il y a des lois, il y a des règlements, il y a une hiérarchie pour encadrer les comportements des policiers et les sanctionner lorsqu'ils sont pris en flagrant délit de racisme. Mais vous ne pouvez pas particulier dont il faut s'occuper quand on est en responsabilité, comme c'est votre cas, vous êtes élu. Non, mais il y a Est-ce que vous avez des propositions spécifiques pour faire en sorte que dans les forces de l'ordre françaises, il n'y ait plus aucun comportement raciste? Mais c'est justement, c'est la discipline, c'est l'application des règles, c'est la formation des policiers. Parce que là aussi, hein, on a enlevé des heures de formation aux policiers sur le terrain, alors qu'on devrait peut-être leur permettre de faire des formations, parce que le monde change, parce que le contexte change, et peut-être adapter un peu plus les policiers à la nature du terrain. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on laisse les policiers en race campagne, qu'on leur dit eh ben, faites ce que vous avez à faire, si vous pouvez le faire, et la plupart du temps, malheureusement, ils sont obligés de ne pas faire leur travail, parce qu'on leur interdit de le faire, ou de mal faire leur travail, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Quand je dis moyens, c'est pas seulement des moyens matériels, hein, c'est des moyens humains, et c'est aussi des moyens juridiques, parce qu'aujourd'hui, en France, il vaut mieux être un voyou qu'un policier. Louis Alliot, vous avez dit l'autorité de la police est fragilisée, elle disparaît. Est-ce qu'elle est d'autant plus fragilisée que le premier d'entre eux, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, a tenu des propos qui ont provoqué la colère des policiers, la colère de certains politiques? Est-ce qu'à votre avis, il est encore crédible? Est-ce qu'il doit rester en place? Non, moi je pense qu'il ne peut pas rester. Il est le policier en chef. Et là, à partir du moment où il désavoue ses hommes sur le terrain, il va être obligé de démissionner.
Et parce que là, pour le coup, c'est l'autorité du ministre sur son administration qui est gravement atteinte et je ne vois pas comment il pourrait rester. Donc je suppose qu'on va aller jusqu'au municipal et que derrière, c'est tout le gouvernement qui va changer et M. Castaner avec. C'est la seule issue à cet épisode. Un mot là-dessus, vous dites on va aller jusqu'au municipal et il y aura le changement après. Vous attendez quelque chose d'Emmanuel Macron ce soir? Quelle est la parole, notamment sur ce domaine-là, que vous attendez du président? J'attends qu'il rappelle l'unité, l'indivisibilité de la République, que la sûreté dépend de l'État, la sécurité dépend de l'État, et que chaque citoyen est responsable dans notre pays de s'appliquer les règles. Voilà, ça, il faut qu'il le rappelle. Et il y a des gens qui ne peuvent pas s'exonérer des règles, pas plus des minorités, quelles qu'elles soient, que des majorités ou que des corps de métier ou que des administrations, etc. La règle, c'est la même pour tout le monde. La loi est l'expression de la volonté générale. L'égalité, elle est pour tout le monde. Mais est-ce que l'égalité, elle est réelle aussi sur le terrain? Quand vous entendez tout au long de cette semaine les témoignages de ces mères de famille qui disent bah, « moi, mon fils, je lui dis, si tu croises un policier, rase les murs ». Parce qu'ils ont peur de cette confrontation, ou ces jeunes qui disent bah, « moi j'ai des contrôles de police plusieurs fois dans la journée », alors que d'autres de couleur blanche n'ont pas pratiquement dans leur vie eu de contrôle de police. Est-ce que vous entendez? Ça, c'est pas de l'égalité. Non, mais d'accord, mais ça, c'est un vieux débat. Ça fait 30 ans qu'on entend parler, le fameux contrôle au faciès. Je me demande si c'était pas sous Mitterrand déjà que l'on parlait du contrôle. Oui, mais est-ce que ça, c'est une inégalité? Mais si c'est une égalité, si elle est avérée, mais il y a des témoignages, il y a des contre-témoignages, effectivement, il ne faut pas que ça arrive. Mais écoutez, est-ce que ça arrive pour voir, mais ça doit arriver. Mais comme des professeurs doivent mal se comporter avec certains élèves, etc., ça doit arriver. Mais la hiérarchie dans une administration, elle est faite pour ça, pour observer, pour corriger, éventuellement pour sanctionner. Mais on ne peut pas faire comment on appelle ça, de faits divers ou de témoignages circonscrit une règle générale pour l'ensemble des contrôles de la police. Écoutez, tout le monde est contrôlé en France, on a tous des amis qui sont contrôlés, nous-mêmes, quelquefois, nous sommes contrôlés. Écoutez, mais vous avez été contrôlé, vous? Oui, ben, pendant le confinement, j'ai été contrôlé à plusieurs reprises. Oui, pendant le confinement. Ah, oui, d'accord, mais bon... contrôler que vous aviez votre attestation, mais est-ce que dans la vie normale, quotidienne... Non, mais est-ce que dans la vie normale, quotidienne, quand vous vous promenez en bas de chez vous, vous êtes contrôlé par la police? Alors maintenant, on vous reconnaît. Mais chez moi, non. Est-ce que ça a été le cas avant, dans votre vie, quand vous étiez jeune? Ça m'est arrivé en moto, en voiture. Je veux dire, tout le monde, tous les Français sont contrôlés. Et là où il y a un autre problème, c'est que les Français commencent à en avoir, quand je dis les Français, la majorité, d'un régime à deux vitesses. C'est-à-dire que, au nom d'une minorité qui se plaint, et peut-être avec quelquefois des faits avérés, on est en train de pointer du doigt une majorité qui, elle, écoutez, subit en silence les contrôles, paye quand il faut payer, etc., etc. Et ça, c'est inadmissible. Louis Alliot, qu'avez-vous pensé? Vous avez observé les manifestations qui se sont déroulées hier. Qu'avez-vous pensé de cette initiative du groupe d'extrême droite Génération Identitaire qui a déployé une banderole sur un toit d'un immeuble Place de la République demandant, je cite, justice pour les victimes du racisme anti-blanc? Je pense qu'elle s'est faite une belle publicité. Voilà. Mais sur le fond? C'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins vous avez parlé d'eux et ils se sont fait, c'est un excellent moyen de communication. Mais et ils dénoncent, vous applaudissez ou... Et ils dénoncent un fait, attendez, ils dénoncent un fait qui est réel, le racisme anti-blanc, qui est réel. Dans beaucoup de quartiers, on peut le lire dans des reportages entiers dans certains journaux, il y a des personnes qui rasent les murs, qui ne parlent pas, qui rentrent chez eux en se cachant, etc. Tout ça, ça existe en France aujourd'hui. C'est la triste réalité. Bon, c'est dénoncé par ce groupuscule de Génération Identitaire, mais vous savez à quoi ça m'a fait penser ? Lors d'un 1er mai célèbre, je ne sais pas en quelle année, quand les Femen avaient mis une banderole, souvenez-vous, place de l'Opéra, je crois. Face à Jean-Marie Le Pen. C'est des moyens de communication qui permettent de faire passer un message un peu trash. C'est pas la question de leur communication, c'est aussi la question de leur discours. Pour vous, il y a un racisme anti-blanc. Est-ce qu'il est comparable? Est-ce qu'il est de même nature? Est-ce qu'il est de même ampleur que le racisme anti-noir? Mais il ne peut pas y avoir de hiérarchie dans le racisme. Tout dépend où vous habitez. Si vous habitez au fin fond de la ruralité, sur le plateau de Cerdagne, chez moi dans les Pyrénées-Orientales, très certainement, vous risquez d'être moins victime du racisme anti-blanc que si vous habitez dans un certain nombre de cités où les grands frères ont pris la loi communautaire en main et où ils exigent, où ils obligent un certain nombre de comportements. Ça existe. Louis Alliot, est-ce que vous diriez, comme Marion Maréchal Le Pen, je ne veux pas m'excuser d'être blanche? Non, parce que moi je ne veux pas tomber dans ce débat malsain
qu'essayent de nous entraîner un certain nombre de groupes et groupuscules de gauche, d'extrême gauche, indigénistes, etc., qui voudraient qu'il y ait des blancs et des noirs. Je rappelle qu'en France, nous sommes un vieux pays qui a eu un empire, que nous avons des anciens combattants qui étaient de toutes couleurs, de toutes religions, et qui sont des Français, mais alors, j'allais dire, emblématiques de ce que représente la France. Et en plus, nous avons, j'allais dire, le deuxième territoire maritime du monde, 11 millions de kilomètres carrés, grâce et avec nos compatriotes d'outre-mer, qui sont de couleurs, d'autres religions, et qui sont des Français. Elle est tombée dans le piège. Vous dites que c'est un piège que nous lance ? Oui, je pense, mais ça n'est expliqué depuis et j'ai vu qu'elle avait corrigé le tir. Mais je pense que c'est la plus mauvaise manière de rentrer dans ce débat en essayant de mettre les gens de couleur noire ou blanc d'un côté, parce qu'à ce moment-là, je pense que ça va très vite dégénérer. Elle a mis de l'huile sur le feu, quoi, pour vous. Non, les autres ont mis de l'huile sur le feu. Et je pense qu'elle y a répondu d'une manière maladroite. Mais le débat est là aujourd'hui, malheureusement. Et excusez-moi, des députés comme Mme Obono, comme M. Mélenchon et d'autres sont en train d'alimenter la pompe pour tenter de créer une fracture au sein de la communauté nationale entre Français de couleur ou Français d'autres religions. Et ça, c'est inadmissible. Louis Alliot, il y a un débat qui est en train de revenir, c'est le débat sur les discriminations, sur les statistiques ethniques, pardon. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut remettre au cœur des débats, justement, en ce moment? Ou est-ce que vous pensez, parce qu'on voit qu'il y a des voix qui s'élèvent en disant, comme la porte-parole même du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui dit peut-être que c'est une manière de lutter contre les discriminations. Est-ce que vous trouvez que vous y êtes favorable ou pas? Écoutez, moi, je crois qu'on y arrive. On va y arriver. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose à vos yeux? Dans un certain nombre de domaines, au moins, ça montrerait, si vous voulez, le panorama des forces en présence dans le milieu carcéral. Ça montrerait, voilà, dans le milieu de l'emploi aussi, de savoir le nombre de personnes de couleur ou pas de couleur dans certaines administrations. Voilà, je pense que ça, peut-être, ça aiderait à avoir une vision plus large, mais encore une fois, ça existe puisque des instituts de sondage, par exemple dans ma ville de Perpignan, pour tout vous dire, font des enquêtes d'opinion en fonction du lieu de naissance, si vous êtes né à l'étranger ou pas. C'est déjà un premier pas et c'est revendiqué. C'est déjà un premier pas vers la statistique. Donc, ça existe finalement de manière sous-jacente. Exactement. Louis Alliot, je vous écoute attentivement. En fait, le Rassemblement national, c'est ce que vous nous expliquez aujourd'hui, est contre tous les racismes. Hein, c'est ce que vous avez dit. Voilà. Oui. Ma question est très simple. Quelles sont vos propositions pour lutter contre les discriminations dans notre pays? Le ministre du Logement, Julien Denormandie, ce matin dans Le Parisien, faisait quelques propositions, quelques annonces. Par exemple, d'obliger les agents immobiliers à suivre une formation anti-discrimination parce qu'on sait qu'il y a de la discrimination lorsqu'on cherche à louer un appartement ou une maison. Quelles sont les propositions que vous portez pour lutter contre les discriminations en France? Redonner à l'État de droit et à la République française, à ses symboles, les valeurs qu'elles avaient. Nous sommes un pays qui a accueilli de l'immigration. Et pendant longtemps, elle n'a pas posé trop de problèmes. Il y a eu des problèmes. Italiens, Espagnols, Polonais sont arrivés successivement sur le territoire national, se sont totalement assimilés à la nation, au point qu'aujourd'hui, plus personne ne regarde quelle est l'origine du patronyme des uns ou des autres. Ça, c'est l'historique. Moi, je vous demande vos propositions. Non, mais attendez, mais quelles sont les propositions de votre parti? Ils se sont assimilés par le travail. Il n'y a plus de travail. Par l'école. L'école a démissionné de son rôle. Il y avait encore des valeurs familiales. Les familles ont disparu. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'elles s'occupent beaucoup des jeunes qui sont dans la rue. Il y avait l'armée. L'armée a disparu. Vous voyez qu'il y avait le service militaire, vous voulez dire? Oui, le service militaire. Il y avait il y avait des socles de formation, de cadres intellectuels et sociaux qui ont petit à petit disparu. Voilà pour votre constat. Non. Quelles sont les propositions? Eh bien, il faut reconquérir ces terrains-là. L'école. L'école doit reprendre sa capacité d'assimiler les populations et de contraindre les populations. Parce que l'assimilation, c'est une contrainte sur soi-même. Alors, c'est-à-dire comment les contraindre? Ça veut dire que vous respectez la loi, y compris quand cette loi n'est pas tout à fait ce que vous espérez ou ce que vous espériez par rapport à votre situation d'avant. Il y a la question de la loi, ça évidemment, le respect de la loi, mais l'assimilation, c'est pas seulement la loi, l'intégration, c'est pas seulement la loi. Non, mais là, on parle de l'école. Quand vous êtes à l'école, il y a des règles, vous y pliez. Voilà.
petit à petit, on a laissé, j'allais dire, la division, on a laissé le laxisme dans les comportements, et puis on en arrive aujourd'hui où l'école est un peu absente de ce débat précisément de l'assimilation républicaine. En quoi ça répond au problème des discriminations? Mais parce que si vous laissez les discriminations s'exprimer dès le plus bas âge, il ne faut pas s'étonner qu'après à 18 ans, elles s'expriment d'une manière encore plus criante. Si vous le tolérez à l'école, la libéralisation de la drogue partout, parce que c'est un problème dont personne ne parle, qui est en train de faire exploser les familles, les quartiers et des villes entières, et j'en sais quelque chose à Perpignan, comment voulez-vous que les gens s'insèrent dans la société? Ils gagnent 100 fois plus leur vie en surveillant une rue que de prendre une formation et d'aller sur un chantier ou d'aller à l'école. Voilà. Mais tout ça, il faut le reprendre. Économique, sociale, au fond, que vous prenez. Mais c'est essentiel, parce que sinon, nous n'y arriverons pas. Et arrêtez de culpabiliser la France aussi. Voilà. Nous n'avons pas... Ça ne veut pas arrêter de culpabiliser la France. Je voulais justement vous interroger sur les quelques propositions qui ont été faites cette semaine. Alors, il y a des décisions qui sont plus du domaine économique, y compris américain, avec le film Autant en emporte le vent qui va être déprogrammé. Il y a des statuts de Christophe Colomb qui ont été déboulonnés à l'étranger. Et puis, il y a Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre de la France, qui veut débaptiser toutes les rues et les salles Colbert. Est-ce que c'est une prise de conscience salutaire, parce qu'il y a des étapes dans la vie, ou est-ce que c'est du révisionnisme ? C'est pas du révisionnisme, c'est de la connerie, je m'excuse du terme. Parce qu'à ce moment-là, il va falloir tout débaptiser. Voltaire, parce qu'il était antisémite. Comment s'appelle-t-il? Ferry. Jules Ferry. Jules Ferry, qu'on peut dire celui qui a créé l'école républicaine en France parce qu'il était colonialiste. François Mitterrand parce qu'il a eu la Francisque. On peut aller loin, hein? Débaptisons, allons-y. Je pense que c'est un très mauvais service que l'on rend aux générations d'aujourd'hui. L'histoire, il faut la prendre telle qu'elle est, avec les bons moments et avec les moments plus troubles, mais il faut les connaître. Est-ce que vous comprenez ceux qui disent qu'il faut la contextualiser ? Ça ne veut rien dire. Déjà, le terme contextualisé, personne ne le comprend. Voilà. Alors, réapprenons tout simplement l'histoire de France que j'ai eu la chance, moi, quand j'étais petit, d'apprendre encore à l'école, sous toutes qu'on appelle ça, les périodes de notre histoire. Et puis après, redonnons un peu de respect des règles de vivre en République et en communauté. Et puis, surtout, arrêtons tout ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux trafics divers et variés, qui sont, pour une grande part aussi, à l'origine de l'explosion que nous voyons dans beaucoup de quartiers. Louis Alliot, justement, ce qui se passe dans votre ville, Perpignan, là où vous vous présentez, vous allez finalement être en duel face à Jean-Marc Pujol, qui est le maire sortant Les Républicains. Ils se sont mis à 3, finalement, face à vous, puisque la candidate, notamment Europe Écologie Les Verts, est la dernière à s'être retirée au profit donc, du maire sortant. Est-ce que ça veut dire, au fond, que même quand vous enlevez l'étiquette RN, même quand vous enlevez les logos, la vieille flamme du Front National, malgré tout, vous continuez à faire peur, et il y a un Front républicain face à vous, et donc, à chaque fois, vous vous arrêtez aux portes du pouvoir? Non, je pense que là, pour le coup, c'est du théâtre, parce que les deux candidats, en l'occurrence le député En Marche et la candidate écologiste, ont passé 6 mois Romain Gros et à démonter le maire sur tous les plans, personnel, politique. Ça a été une horreur, cette campagne, d'anathème, etc. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, ils arrivent en disant, bon, ben, finalement, on appelle à voter pour eux. Alors, conséquence, évidemment, ce Front républicain, tout de suite, il n'existe plus, puisque des membres de la liste du député En Marche ont appelé à voter pour moi, puisque dans l'équipe des socialistes, il y a la cacophonie générale, parce qu'ils ne voulaient pas que Mme Langevin retire sa liste. La candidate centriste n'appelle pas au Front républicain, et 2 autres candidats non plus. Donc on voit bien que ce Front républicain, il est mort-né, il n'existe plus. Là, aujourd'hui, on va pouvoir discuter sur le bilan et rassembler celles et ceux qui ne veulent plus précisément Mais cette c'est quand même ce Front républicain qui vous avait fait battre. Oui, mais d'une autre manière. Il avait été très effectif et très suivi. Là, c'est la division dans le camp de ceux qui prétendent incarner ce Front républicain. Il est moins solide d'année en année. Edwige Chevrillon. Votre élection, enfin l'élection municipale de Perpignan, c'est un enjeu très important pour l'extrême droite, parce que pour l'instant, vous avez 12 villes de plus de 1000 habitants. Je ne savais pas que l'extrême droite avait des villes en France, mais vous me l'apprenez. Rassemblement national. Ah ben écoutez, Rassemblement national, c'est Rassemblement national. Extrême droite, c'est une case à côté qui est comptabilisée par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous, en fait, ça c'est vraiment un vieux débat, c'est-à-dire que vous refusez quand on vous catégorise dans l'extrême droite, quoi qu'il arrive. Ah mais moi de toujours, de toute façon, et je continuerai à le faire, voilà. Rien n'est extrémiste dans ce que nous pouvons défendre. Mais par contre, depuis le début de l'émission, vous nous parlez de l'extrême gauche.
Mais parce qu'elle se revendique, elle en est fière. Et d'ailleurs, elle a pignon sur rue aujourd'hui, l'extrême gauche. C'est elle qui appelle à voter pour M. Pujol sans que M. Pujol dise quoi que ce soit. Voilà. Ça, ce sont des exemples. Eux, ils sont fiers de Trotsky, de Lénine, et même certains de Staline, etc. Non, non, moi voilà, nous on n'est pas une école de pensée qui a eu une histoire totalitaire comme précisément la gauche et l'extrême gauche. Moi je me situe ailleurs, voilà. Je pense qu'aujourd'hui le pragmatisme et les nouveaux rapports de force entre patriotes et européistes, hein, pour schématiser, ou mondialistes, sont en train de faire petit à petit le ménage dans les vieux clivages. Et c'est pour vous le nouveau clivage. En tout cas, le Rassemblement national. Le Rassemblement national, voilà, 12 villes de plus de 10 000 habitants. Vous pensez que vous pourrez en remporter combien à l'issue de ce deuxième tour? Je crois que j'ai lu chez des confrères à vous qu'il y avait une vingtaine de villes en plus, en suspens, dont l'issue dépend de ce second tour, en notre faveur ou pas. Le fait que la plupart des nouveaux candidats Rassemblement national aient fait finalement des scores assez médiocres au premier tour, alors que vous, pour le coup, vous êtes en position aujourd'hui de potentiellement gagner le 28 juin, est-ce que c'est dû aussi au fait que justement vous ne vous revendiquez pas du Rassemblement national ? Ça dépend des situations. Moi, le contexte est particulier. Tout le monde sait que je suis député du Rassemblement national, mais j'ai créé une liste. Bah oui, du coup, il y a quelque chose d'un peu hypocrite, oui. C'est un peu étrange quand même. Non, parce que j'ai des personnalités qui, eux, n'en sont pas, qui adhèrent à mon projet local, qui savent très bien comment reconquérir un certain nombre de territoires et de choses à refaire à Perpignan, mais qui ne veulent pas adhérer au Rassemblement national. Si j'avais décidé de mettre l'étiquette, je leur aurais imposé ce qu'ils ne sont pas. Donc ils tolèrent tout à fait, parce que précisément ce sont des républicains, que je sois du Rassemblement national, mais eux ne le sont pas, et laissez-moi vous dire que ça a l'air quand même de plaire à beaucoup de monde. Louis Alliot, David Doucan. Je reviens sur la scène nationale. La société française est en ébullition. Il y a eu les Gilets jaunes. Là, il y a maintenant ce débat sur l'identité, une crise identitaire. Est-ce que vous pouvez nous regarder dans les yeux ce soir et nous dire que vous ne vous en félicitez pas, en réalité? Est-ce que ce climat de tension ne fait pas le lit du Rassemblement national? Ah non, non seulement je ne m'en félicite pas, mais je m'en inquiète très sérieusement. Et ça fait longtemps que je m'en inquiète. Parce que moi, ce que je crains, c'est qu'à la fin, tout le monde soit débordé. Quand je dis tout le monde, c'est aucun pilier de notre État qui tient les institutions, que ce soit la police, la justice, les administrations, les partis politiques, les syndicats et le reste, seront emportés par la colère sans que personne n'y puisse rien. C'est ça qui m'inquiète le plus. Vous le souhaitez, ce chaos? C'est dans ce chaos que vous pourrez accéder aux plus hautes fonctions, ou pas, Marine Le Pen en l'occurrence? Non, je ne souhaite pas ce chaos, puisqu'on essaye d'y répondre en essayant précisément d'anticiper les choses pour qu'ils n'arrivent pas. Voilà. Et anticiper les choses, ça veut dire mettre fin à un certain nombre de débordements, d'exactions, de dérives, de trafic, d'insécurité, de violence, de remettre un peu d'égalité aussi, de redonner de la justice. Bref, il y a plein de chantiers à mettre en place que ce président de la République a été incapable de mettre en place. Voilà. Il faut changer le système. Et réponse, on verra ce soir. Pour vous, il faut changer le système. Du côté de l'Élysée, on nous dit qu'il va peut-être renverser la table. Ce sera peut-être un début. On verra bien. Merci en tout cas, Louis Alliot, d'être venu avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes député des Pyrénées-Orientales et candidat donc à la mairie de Perpignan. L'édition spéciale en attendant.